Imaginez, vous êtes responsable d'une équipe de dev, vous travaillez dans un grand groupe où il y a plein de process rigides, il faut prévenir 1 ou 2 ou 3 semaines à l'avance pour une mise en prod. Là, vous regroupez tout le top management et vous leur dites, écoutez-moi, à partir d'aujourd'hui, c'est mes devs qui font les mises en prod. Ils déploient 1 ou plusieurs fois par jour, ils préviennent personne et je rajouterai même, ils testent en prod. Et là, 2 scénarios possibles. Le premier, tout le monde va rigoler, bien sûr, on ne va pas vous prendre au sérieux. Deuxième scénario possible. Là, on rigole bien sûr, mais pourtant Netflix le fait très bien. Chez Netflix, les développeurs peuvent déployer 1 ou plusieurs fois par jour sans prévenir personne et tous les tests se font en prod. Bien sûr, tout ça est possible grâce à une bonne culture DevOps. Vous l'avez bien compris, c'est le sujet d'aujourd'hui. Mais avant ça, intro. Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Uni5, la chaîne qui va vous parler business, techno et toutes les histoires passionnantes autour de l'informatique. Je m'appelle Imad Belsi Saïd, je suis Cloud Architect et dans cet épisode, on va parler des origines du DevOps. On va essayer de comprendre à quelles problématiques répond et en quoi consiste la culture DevOps. Cet épisode se découpe en 3 parties. Donc, première partie, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé dans le monde, ce qui a poussé Patrick Dubois et d'autres personnes dans le monde à créer la culture DevOps. Deuxième partie, on va voir quelles sont les problématiques auxquelles la culture DevOps a répondu. Et on finit par une troisième partie où on va comprendre c'est quoi la culture DevOps. Allez, c'est parti. Comme vous savez, notre monde est de plus en plus connecté. Et la connectivité est un des forts signes de développement. Donc, quand je dis connectivité, je parle évidemment de connexion énergétique, transport et communication. Donc, cette map représente la planète plongée dans l'obscurité. Les lumières que vous voyez représentent les connexions entre les grandes métropoles. Et là où il y a de fortes lumières, représentent les grandes métropoles. Donc, cette map nous apprend que le développement passe par des connexions énergétiques, transport et communication. Il y a un chercheur que j'aime bien qui s'appelle Parakana. Il nous explique que plus l'humanité sera connectée et plus elle sera développée. Prenons l'exemple de la France au XVIIIe siècle. Avant l'arrivée des chemins de fer, la langue française était rarement utilisée. Chaque région avait sa propre langue, donc 2 personnes qui viennent de 2 régions différentes ne se comprenaient pas. Chaque région avait son propre fuseau horaire. Certaines provinces souffraient de famine alors que les provinces voisines avaient du blé en abondance. Soit ils n'avaient pas l'information, ou ils n'avaient pas le moyen de transport. Et là, il y a le chemin de fer qui arrive. Impact commercial immédiat. Le vin qui était consommé dans les régions viticoles maintenant est consommé partout en France. Donc on utilisait ce qu'on appelait les wagons foudres pour transporter le vin. Tout le monde parle français. Certes, chaque région a gardé un accent, mais tout le monde se comprend. L'isolement des campagnes est brisé et toute la France vit à l'heure de Paris. Suite à cet exemple, on comprend que le développement passe par les connexions. Là, on a parlé juste d'une connexion de chemin de fer. On n'a pas parlé de téléphone, de routes, des avions, d'internet. Mais on le voit bien dans notre monde d'aujourd'hui. Donc, les idées, les cultures, les informations s'échangent très rapidement. Et tout ça impacte notre façon de consommer. Les techniques de marketing sont de plus en plus puissantes. Donc, notre besoin évolue rapidement. Et le mode de production, surtout, doit s'adapter constamment. Donc, si vous comptez, par exemple, commercialiser un produit dans l'IT, surtout dans l'IT, en le mettant 2 ou 3 fois par an, donc là, vous êtes sûr que vos concurrents auront tout ramassé. Et votre produit n'a aucune chance de réussir. Donc, tout simplement parce qu'il ne sera pas adapté aux besoins du client qui évolue très rapidement. Pour comprendre ça, prenons l'exemple de A380. Une merveille technologique. C'est un rêve d'ingénieur. Le plus grand avion civil jamais construit par l'humanité. Et pourtant, c'était un échec commercial. Et ça, c'est pour plusieurs raisons. Première raison, on s'est rendu compte qu'il consommait beaucoup de kérosène. Il fallait adapter les aéroports parce qu'il était très grand. Et beaucoup d'aéroports d'ailleurs ils ont refusé, surtout aux États-Unis. Trop de retard de livraison qui allait jusqu'à 2 ans. Et ça a agacé bien sûr des compagnies. Une fois à cause d'une mauvaise synchronisation entre l'Allemagne et la France. Donc l'Allemagne construisait le fuselage de l'avion et la France construisait les câbles. Et au moment du montage à Toulouse, on se rend compte que le câble il est plus petit que le fuselage. Tout ça parce qu'ils utilisaient des outils différents. Donc ils calculaient avec des outils différents qui n'étaient pas synchronisés. Donc le temps de tout synchroniser et se mettre d'accord, ça a pris 2 ans. Comme il a été conçu en 1990 et commercialisé en 2008 avec un retard bien sûr, entre temps Internet est arrivé. Et le mode de consommation avait changé. Donc les gens utilisaient Internet, plein de sites aidaient les utilisateurs à trouver des vols moins chers. Donc souvent c'est des vols avec escale, c'est moins cher que les vols directs, alors que le A380 a été construit parce qu'on avait justement misé sur les vols directs.
On s'est dit que l'avenir, c'est dans les vols directs. Sauf qu'entre-temps, l'humanité, elle s'est connectée de plus en plus. Il y a Internet qui est arrivé et qui a tout changé. Donc les compagnies privilégiées, les petits avions avec l'apparition des compagnies low cost. Il y avait la crise 2008, donc les gens préféraient payer moins cher. Résultat, il a été souvent à moitié rempli. Bref, il n'était plus rentable et il a été arrêté. Donc on résume son échec à 2 points importants. Le premier, donc on voit bien que c'est un produit qui n'est pas adapté aux besoins clients. Même si c'est le plus emblématique des produits, le besoin des clients a changé vers le low cost. Voilà, on veut plus des vols directs, c'est trop cher. On préfère payer moins cher, perdre une journée dans notre voyage. Donc, mise en production, trop complexe. Ça veut dire retard. Combien de projets en informatique ont été faits comme le A380, où on ignorait le besoin client et on partait dans des technos complexes, alors qu'une simple techno aurait suffi. Combien de projets où on a essayé d'anticiper les besoins clients sans récolter le vrai besoin, et bien sûr avec des retards, des livraisons, et à la fin on s'étend que le client n'utilise pas notre produit. Heureusement que l'agilité est arrivée, on réfléchit feature et on développe par sprint. Malgré tout ça, la plupart des sociétés n'étaient pas vraiment agiles, parce qu'à la fin, on livrait pas. Donc on développait des fonctionnalités, mais on livrait 5 ou 6 fois par an, dans un monde hyper connecté, où les clients ont un besoin qui évolue tellement rapidement et sont de plus en plus exigeants. Donc faut savoir, les clients sont impitoyables. Donc la moindre erreur, vous prenez cher sur les réseaux sociaux. Donc voilà, faut faire très attention. Mais ce blocage de livraison vient de 2 personnes. Le premier, c'est lui, le développeur. Il pense tout ce qu'il fait, c'est du génie et parfait. Donc je sais de quoi je parle, j'étais développeur avant. Du moment où ça marche chez lui et en local, il pense que c'est bon. Après voilà, les développeurs sont très dynamiques. Ils font tout le temps des évolutions, des corrections de bugs, voilà. Donc ça bouge tout le temps, ça part vite chez les développeurs. Mais en face, il y a lui. C'est l'opérationnel. Donc lui, il se prend pour le roi de l'infra. Rien ne passe sans sa validation. Il impose aux devs tout le temps des procédures, des documents détaillés. Après, ça se comprend. Parce que, voilà, s'il y a un problème, c'est lui qu'on appelle le soir. Et c'est lui qui va passer une sale nuit en fait. Donc voilà, il n'aime pas trop le changement et honnêtement, ça se comprend. Donc, contrairement aux développeurs qui aiment le changement, lui, il n'aime pas le changement. Et souvent, il y a un problème où le livrable ne fonctionne pas. Donc, le dev dit, mais non, ça marche chez moi en local, je viens de tester, je peux te montrer sur ma machine et tout. L'Ops, il dit, ben non, regarde, ça marche pas, la preuve. Donc, ça part dans des discussions interminables et à la fin, voilà, l'Ops, il va dire, ok, ben je refuse la livraison. Ben à la fin, impact business. Donc, c'est compliqué pour les 2 équipes. Ils ne se comprennent pas en fait, donc il y a ce qu'on appelle entre le mur de confusion. Et c'est là où la culture d'avance va intervenir pour casser ce mur. Et ça se fait en plusieurs étapes. Première étape, il faut que les devs et les ops aient le même objectif. Il faut qu'ils travaillent dans le même bureau. Moi-même, j'ai eu l'expérience où, quand j'étais dev, pour livrer en fait, je traversais tout l'immeuble, de l'autre côté, avec une clé USB, et je donnais le package voilà, aux ops. Voilà, donc c'était long, hein. Franchement c'était relou quand il y a des problèmes, il y avait des allers-retours et tout. Bref, donc il faut qu'ils soient dans la même équipe, avec le même objectif. Ils vont prendre leur café ensemble, ils vont manger ensemble. Déjà, ça va les détendre. Et bien sûr, l'agilité, elle va beaucoup aider. Faut le savoir, on ne peut pas avoir une culture DevOps sans être agile. Donc ça ne marchera pas. Ensuite, il faut mettre une confiance entre les deux. Et cette confiance, elle sera pérennisé par l'outillage et l'automatisation. Côté dev, pour assurer l'ops, il va faire des tests unitaires, préparer des tests d'intégration, utiliser des outils de check du code, qualité du code, comme SonarQube par exemple. Côté ops, pour assurer les devs, il va fournir des environnements à la demande et ISOProd pour se rapprocher plus des conditions de prod. Et il va par exemple aussi automatiser des backups de bases de données. Et toutes ces automatisations, ils peuvent les faire ensemble. Donc pareil pour la stratégie des branching par exemple, ou des pipelines qu'il faut développer. Donc ils peuvent faire tout ça ensemble. Mais ce n'est pas assez. La culture DevOps va plus loin. Donc là les équipes sont réunies, ok, ils bossent ensemble, c'est bien. Mais il faut une culture, il faut une philosophie, il faut un état d'esprit. Et la culture DevOps s'inspire de plusieurs philosophies. On va en citer quelques-unes. La première, c'est le Kaizen, l'amélioration continue. Donc ça vient du Japon, donc l'idée c'est de se dire, voilà, même dans la vie perso, hein, donc chaque fois je m'améliore, voilà, petit à petit, je fais en sorte de m'améliorer à chaque fois. Donc il faut cet esprit dans l'équipe. Donc il faut que l'équipe
Ops et Dev, tout le monde, tous les membres de l'équipe, donc sprint après sprint, on va essayer de s'améliorer petit à petit. Donc c'est important d'avoir cet esprit dans l'équipe. Et tout ça colle parfaitement avec l'agilité. Deuxièmement, l'échec doit être une opportunité pour apprendre. Donc je sais que c'est facile à dire, mais d'ailleurs j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Il y a un pote qui me raconte, d'ailleurs il se reconnaîtra dans la vidéo, où il y avait un gars qui a écrasé la prod. Donc il a remplacé le fichier, au lieu de déployer sur l'environnement dev, il a déployé dev sur la prod. Voilà. Il a utilisé Terraform, je pense qu'il a pris le fichier state de dev qui est... Bref, voilà. Je sais pas ce qu'il a fait, mais il a écrasé la prod. Bien sûr, il a été viré. Et là, j'ai dit à mon pote, vous êtes un peu dur quand même. On est d'accord, le gars s'est planté. Mais il n'y a pas que lui dans l'histoire, on est d'accord. S'il a pu faire ça, c'est que c'est pas normal. Ça veut dire déjà votre gouvernance, elle est pourrie. Ça veut dire n'importe qui peut faire n'importe quoi dans la prod. Et en plus, à partir de son PC en local... Ah là, il y a des gros problèmes déjà, donc il n'y a pas que lui dans l'histoire. Bref, il faut apprendre de l'échec et ne pas punir les gens sans se remettre en question soi-même. Voilà. Le Lean Startup. Donc, le principe est simple. Donc, on part d'un MVP, on développe, on livre, feedback client, on corrige, on améliore et on refait le cycle. De cette façon, on voit bien que notre produit évolue avec le client. On sait ce qui lui plaît et on sait ce qui lui plaît pas. Donc, on ajoute les features qui intéressent le client et on enlève celles qui ne servent à rien. Et là, on construit une application, pas pour un client, mais avec le client. Donc, on l'applique indirectement dans le développement. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a des nouveaux métiers maintenant, comme Community Manager maintenant, qui travaillent beaucoup sur la com, dans les réseaux sociaux. Et ça permet aussi d'avoir le feedback client sur les commentaires, voir ce qui plaît ou ce qui plaît pas aux utilisateurs, les features qu'il faut peut-être ajouter. Il y a même des produits qui sont même pas construit, enfin il y a une grosse communication sur un produit qui n'est même pas conçu. Elon Musk par exemple sur la Tesla, voilà, il a communiqué dessus avant même de la construire. Il y a des gens qui ont payé avant que ça soit construit. Donc là, entre parenthèses, hein, si vous comptez développer par exemple, vous avez une idée, vous avez un produit à développer, pensez déjà à avoir une communauté. Construisez une communauté. Écoutez les gens, ce qu'ils vont vous dire, écoutez leurs besoins. Après, si vous voyez que ça intéresse les gens, commencez à développer le produit au fur et à mesure avec votre communauté. Donc, si on fait une petite synthèse, donc on vit dans un monde de plus en plus connecté. Donc, on se développe de plus en plus. Notre besoin change rapidement. Donc, les clients, son besoin évolue tellement rapidement où on ne peut pas faire des projets en cycle V. Donc là, il y a l'agilité, il y a la culture DevOps qui vont nous aider en fait à construire l'application avec nos clients. Donc on écoute leur feedback et on livre. Il y a Netflix par exemple qui livre plusieurs fois par jour, Facebook, Spotify, tout le monde le fait. Parce que le client est devenu exigeant et son besoin évolue rapidement. Donc on voit bien que DevOps, ce n'est pas un poste. On voit bien les offres, on cherche un DevOps, alors ça devait être un intégrateur. Mais DevOps, voilà, c'est une culture et ce n'est pas un poste. J'espère que vous avez bien aimé cet épisode. Si c'est le cas, un petit j'aime et partagez avec vos amis cet épisode. Et je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Allez, ciao ciao!